Alors, bonjour, bonsoir, les Love Sisters, accompagnés de Charnel et accompagnés d'Heidi. Bonsoir tout le monde. Voilà. Bonjour. Et nous avons de charmants invités. Donc, 4 hommes et une femme. Enfin, finalement, on est 4 quand même femmes. Hein. Donc, voilà. Cher Charnel, dis-moi, ma chérie, tu as insisté pour avoir un invité. Oui. Alors oui, c'est Franck Macou. Je pense qu'on ne présente plus aujourd'hui. C'est un artiste qui est complet, qui chante, qui joue de la guitare, qui est écrivain, et encore plus encore. Alors Franck, même si on ne te présente plus dans les rôles, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es pour ceux qui ne t'ont pas encore vu et qui viennent d'arriver dans le département? Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Donc déjà, je suis l'ami de Mimi et de Stéphane. Voilà. Et j'aime bien venir dans cette émission tous les ans pour parler de mon actualité. Alors là, j'ai une actualité un peu spéciale cette année. Tous les 2 ans, oui. Ouais, tous les 2 fois par an. Plutôt. Ouais, 2 fois par an, c'est vrai. Alors cette année, je fête mes 20 ans de scène. Donc j'ai fait 1 an de tournée du 4 juillet 2023 au 4 juillet 2024. J'ai voulu que la tournée elle dure 1 an. Et au lieu de sortir un album pour les 20 ans, j'ai préféré sortir et écrire un livre. Alors ce livre, je ne suis pas écrivain. La syntaxe, c'est un peu compliqué pour moi. Alors j'ai fait appel à Perlaprod. Donc Perlaprod qui m'aide à faire ce livre qui va faire à peu près 150 pages et qui raconte, donc c'est Camargue, ma terre sacrée. Mais moi, la Camargue, pour moi, dans mon cœur, elle est beaucoup plus grande que le delta de la Camargue. Ça va jusqu'à Pérol, parce que je suis né à Pérol. Et le départ du livre démarre à Pérol et va jusqu'à la Camargue, jusqu'au Sainte-Marie-de-la-Mer, là où il y a Sainte-Sara. Et d'où est venue cette idée d'écrire un livre qui va retracer un peu ta vie et aussi la Camargue? Alors, les albums, tout le monde fait des albums, c'est facile à faire des albums. Mais les chansons, elles se démodent, ça passe le temps. Un livre, ça reste. Les écrits restent et je l'ai fait surtout pour mon fils, pour ma famille, pour ceux qui vont venir plus tard, qui diront ah oui peut-être le patrimoine familial finalement. Exactement. Après je me suis pas étalé sur le livre sur ma vie privée. Je suis pas rentré dans le privé en fait, mais je suis resté mon lien avec la Camargue. Donc je monte à cheval, je fais des abrivados, des bandidos, je parle des fêtes votives, je suis sur toutes les scènes de la région. Dans toutes les férias depuis 20 ans. C'est quand même une biographie. Voilà. Mais mon lien, chaque fois qu'on fait un paragraphe sur, admettons, la nature, sur les fêtes votives, sur les chevaux, sur les taureaux, sur la musique, il y a toujours quelque chose que j'ai fait dans ce milieu-là. D'accord, donc il y a un peu de fiction quand même dans ce livre. Pas du tout. Non. C'est vraiment mon cœur. Mais pour moi, je suis un homme de tradition, donc je raconte la tradition. Oui, tu racontes la tradition, mais on a toujours quand même, on fait un peu une métaphore quand même quand on écrit et on aime ça. Et ça veut dire aussi la vérité, la métaphore. Oui, mais je suis allé en plus beaucoup plus loin que la Camargue dans ce livre, surtout sur Sainte-Sara. Sur cet album que j'ai fait sur les chansons du pèlerinage de Sainte-Marie-de-la-Mer, je suis allé jusqu'au Brésil. Parce qu'il faut savoir qu'au Brésil, Sainte-Sara est vénérée par le peuple Zigane dans beaucoup de villages. C'est incroyable ce qui se passe au Brésil avec les Ziganes. Il y a des statues de Sainte-Sara qui font 5 à 10 mètres de haut. Enfin, c'est un truc de fou, c'est vraiment... et je le fais découvrir dans le livre et sur les réseaux sociaux aussi. Et t'as mis en photo sur le livre ou pas? Comment? Tu l'as illustré le livre? Ah, il y a de la photo de folie, j'ai des photographes de folie, des gens qui me... Ah oui, j'ai une photo par exemple de Manita de Plata, il n'y en a que 10 dans le monde, qui ont été signées, qui ont été faites par Éric de Hulessin avec Bernard Biglione. Elles ont été données à 10 artistes dans le monde. Et moi, du coup, j'aurai la 11e dans mon livre. D'accord. Et du coup, ton livre sort quand et on pourra Alors, le livre, où? il est bientôt fini. D'accord. Et après, je m'auto-édite. J'ai pas besoin d'éditeur parce que les gens, ils viennent dans mes concerts me trouver. Ils viennent me voir et ils vont l'acheter directement. Ils vont pas aller en librairie acheter mon livre. Mais tu as parlé de la production Perla tout à l'heure. Perlaprod m'écrit le livre. C'est un associé qui me le fait en plus gracieusement.
parce qu'il y passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. C'est un livre, je ne savais pas que c'était autant de temps. Donc déjà, il réécrit tout ce que je dis moi. Et C'est-à-dire que tu parles sur un magnéto Non, en fait, lui, il a l'ordi, il a sa télé. Moi, je suis sur le canapé avec un café au lait. Et lui, il tape. Et après, sa femme qui écrit très bien, qui sait très bien l'orthographe, tout ça, corrige au fur et à mesure. Donc toi, tu racontes et eux, ils retranscrivent. Exactement. Nous, ouais, c'est spécial un livre. On n'écrit pas un livre comme. Non, pas du tout. Optimisons les compétences. Faut laisser à César ce qui appartient à César. Voilà. Alors d'ailleurs, le 8 avril, il y avait la journée du peuple tzigane. Exactement. Et pour ça, tu as d'ailleurs prévu de nous faire une musique, de nous jouer un peu de la guitare. Alors, la journée du peuple tzigane, Oui. il faut savoir que le maire de Montpellier et la ville de Montpellier Oui. est la seule ville en France qui célèbre cette journée. En Allemagne, c'est une journée nationale. En Espagne, c'est national. Dans beaucoup de pays, c'est national. Chez nous, il n'y a que Montpellier. Donc, on espère que cette journée va être suivie. S'étendre, oui, au niveau national. Oui, parce que c'est très important. On raconte un peu l'histoire, comme ça, vous le savez. Le drapeau et l'hymne JLM JLM ont été votés à l'Opéra de Roma par Yul Brynner en 1971, le 8 avril. D'accord. Donc, c'est intéressant, ça. on est le seul peuple au monde à avoir un hymne, un drapeau, mais notre terre, notre pays, c'est le monde. C'est On beau. n'a pas de terre, on n'a pas de terre attachée. C'est vraiment notre pays, c'est le monde entier. Et c'est beau. Oui, et c'est beau. Voilà. Alors, donc, on va t'écouter jouer. de la Avec grand guitare. plaisir. Hay una niña muy bonita, yo con ella yo quiero bailar, con esta niña muy bonita, oh, 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 hasta la noche que se va. Cuando un día ella me miró, tú te pusiste loco, celoso, eso mentira, no puedo estar celoso de ti, ya me quiere a mí. Hay una niña muy bonita, yo con ella yo quiero bailar, con esta niña muy bonita, oh, 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 hasta la noche que se va. Cuando me miró y tú te pusiste loco, celoso, eso mentira, no puedo estar celoso de ti, ya me quiere a mí. Hay una niña muy bonita, yo con ella yo quiero bailar, con esta niña muy bonita, oh, 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 hasta la noche que se va, hasta la noche que se va. Alors, magnifique. Muriel, je ne sais pas ce que vous avez en pensé, mais moi, j'avais juste envie d'une chose, c'était me lever Pour et danser. danser. Allez, danser. Et vous aussi. Pareillement. de participer. Alors, franchement, Franck, est-ce que tu peux... franchement, j'ai été interpellée par cette musique. Est-ce qu'elle a une histoire? Et surtout par ta guitare qui est magnifique, juste belle. Alors, cette chanson, j'ai été contacté par Christophe Leporacci, qui est l'auteur-compositeur de Serge Lama. L'un des auteurs-compositeurs qui est de Palavas-les-Flots. Un jour, il m'a contacté, et il m'a proposé cette chanson. Et donc, j'ai dit oui. Donc, je l'ai travaillée, j'ai dit oui. Et elle sortira bientôt sur les plateformes de téléchargement, donc sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà, comme j'ai pas sorti d'album cette année, j'ai voulu sortir un titre un peu rythmé, un C'est peu réussi, festif. en tout cas. Dansant c'est pour réussi. l'été, c'est parfait. Ouais, Ça, c'est il est réussi. vachement sympa ce titre, je trouve. Et puis les harmonies sont sympas. Voilà, c'est pas ce qu'on fait dans le gypsy, donc voilà. Et cette guitare, c'est une marque de guitare Yotoko Modesto, Guitarra D'accord. Maya, qui m'ont sponsorisé cette année, qui m'ont envoyé la guitare par courrier à la maison, et je suis porteur de cette marque cette année sur toute la saison. Donc,
T'es le parrain de... Non. Et ouais, Presque c'est ça. le parrain. Ouais, l'un des porteurs de la marque de Modesto, il y a beaucoup d'artistes qui ont cette marque cette année. C'est un nouveau luthier qui se lance et qui offre des guitares à des artistes comme nous sur les réseaux. Au lieu de payer une publicité vachement chère avec des panneaux, ils préfèrent passer par les artistes. Ça leur coûte moins cher et en plus, on touche des publics qui ne toucheraient pas. C'est super sympa. Bonne idée, ça. Très bonne idée. Franchement, très bonne idée. Et surtout que souvent, les artistes qui débutent n'ont pas aussi assez de moyens pour acheter du matériel et autres. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne idée de communication pour cette marque. Exactement. Et puis, c'est une très belle guitare aussi. avec Ouais, des belles blanche, finitions, voilà, hein. elle est vachement. Et puis, c'est vraiment pas cher. C'est des produits qui valent 350 € avec 20 € de frais d'envoi. Et c'est des guitares qui valent 1500, 2000 €. C'est un truc de fou. D'accord, Franck. Alors, est-ce que tu peux nous dire où te trouver sur les réseaux? Est-ce qu'il faut t'appeler ton numéro de téléphone? Alors, il suffit juste de taper www.franck-marcou.com et aller sur Google et on tape Franck Marcou. On me trouve partout. C'est très très facile à me trouver. Et voilà, et je donne rendez-vous bien sûr au Sainte-Marie-de-la-Mer le 24 mai pour le pèlerinage des Gitans où on sera présent toute la communauté, enfin le peuple gitan. Alors nous on y est 10 jours. On y est à l'avance. Et le 24 mai, c'est la procession l'après-midi de Sainte-Sarah. Et le 25 mai, le matin, Jacobé et Salomé. En tout cas, on le note dans nos agendas, les filles. Voilà. Ah, oui. Il n'a pas d'endroit où nous coucher, il a dit. Partout. Il y a plein de caravanes. On a changé les pneus, les amortisseurs. Non, mais en sachant que si on vient, nous, les filles, est-ce qu'on peut avoir une préférence? Il y a plein de Manitas de Plata là-bas. On lui rend hommage toute l'année. Ok. Du coup, Vas-y, finis, ma chérie. oui, du coup, vous savez, en tout cas, si vous avez besoin d'un artiste accompli et complet, Franck est là. N'hésitez pas. Alors, avant de finir, je t'offre mon album celui-ci et Merci. je t'offre celui-ci parce que tu m'as Merci. très très bien accueilli Ok. avec tes amis. Non mais Soyez d'abord. pas jalouses, hein, les filles. Alors, Voilà. il faut savoir, je fais une annonce à tous les artistes. Lorsque vous venez, n'oubliez pas, on est 3. Donc, multipliez par 3 vos cadeaux. C'est pas grave, Muriel. Je vais Non, l'écouter et garde-le, ensuite je vais t'inquiète le pas, je peux le transférer. T'inquiète pas, le Papa Noël, il pensera aussi Et aux je autres. pense qu'on peut te retrouver sur les plateformes musicales, justement. Exactement, aussi. oui. Je passe par TuneCore et TuneCore diffuse sur 100 plateformes de téléchargement. Merci beaucoup. Voilà, on peut l'écouter quand même. Merci, Franck. Donc, Merci. maintenant, nous allons nous tourner vers Heidi. Oui. Heidi. Et donc, j'accueille Cédric Chauveau, qui est pianiste de jazz. Bonsoir. Bonsoir. Tout souriant. Tout timide. Alors, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Tu as appris à faire du piano à l'âge de 17 ans. Tu as commencé par du classique. Et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment tu en es arrivé. Donc, il faut savoir que tu as appris le piano de manière autodidacte, tout seul. J'aimerais que tu nous expliques comment tu en es arrivé au jazz. Voilà, quelle rencontre tu as fait par la suite qui a déterminé. Bon, Ce je vais vous changement. raconter un petit peu ma vie alors. Voilà. Voilà. Approche bien, j'ai déjà posé la question tout à l'heure. Si Oui. tu savais embrasser. Oui, mais embrasser un micro, je ne l'ai voilà. jamais fait. Le micro est ton amoureuse ou ton amoureux. D'accord. Et puis il faut parler un peu fort, peut-être, non? Non, pas besoin. Voilà, pas besoin. Donc, comme disait Eddie, en fait, j'ai commencé vraiment le piano à l'âge de 8-9 ans, mais j'ai pris 3 ans de cours particuliers. Mais bon, j'étais pas très assidu, comme beaucoup. Hein, et voilà, après j'ai arrêté. J'ai arrêté à l'âge de 10-11 ans. Et j'ai repris à 17 ans. Un jour, un cousin est venu à la maison et a joué sur mon piano un morceau de Beethoven. Et j'ai entendu mon piano pour la première fois sonner magistralement. Voilà. Donc je me suis dit, c'est pas normal ça.
toutes ces touches là, toutes seules là, c'est pas normal que je puisse pas en faire autre chose. Donc j'ai repris la partition de ce morceau quand il est parti et je l'ai travaillé tout seul avec mes souvenirs de. Comment tu as appris à lire les partitions si tu as été autodidacte? Alors, En fait, non, tu as j'ai- fait du solfège quand tu étais plus jeune. Oui, parce que quand on dit autodidacte, en réalité, on sait de plein de manières différentes. Là, j'avais quelques cours de solfège lointains derrière moi et qui m'avaient quand même permis de savoir un petit peu comment liser une partition. Mais après, c'est beaucoup de pratique. Donc, en le faisant, on prend confiance aussi, on apprend à poser les mains sur l'instrument et puis voilà, à créer des sons et ça permet de prendre du plaisir et petit à petit de continuer. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Et après, à l'âge de 19 ans, le hasard vraiment complet a fait que j'ai rencontré un pianiste de jazz à Montpellier qui s'appelle Antoine Pinilla-Munoz, qui en fait m'a donné des cours. Enfin, au départ, je me suis tourné vers lui pour prendre des cours de classique. Enfin, au départ, moi je pensais très naïvement que j'allais prendre des cours de classique avec lui, mais non, pas du tout. Lui, c'était un pianiste de jazz de toute façon, donc il était passionné par ça. Et quand donc je l'ai rencontré, je suis allé chez lui. Il m'a fait écouter des morceaux du jazz, surtout Oscar Peterson au départ, Ray Charles qui était aussi son dieu, on va dire, et tous ces pianistes-là imprégnés de blues en fait, donc jazzman, mais vraiment le jazz côté swing, côté blues, et pas on va dire pas le jazz côté intellectuel comme beaucoup imaginent que c'est le jazz. Voilà, ça peut être aussi très vivant, très festif aussi. Et moi, c'est ce que j'aimais dans cette musique, et c'est ce qui m'a amené à développer, à prendre des cours avec lui plusieurs années. Je faisais de la sociologie, j'étais pas du tout, je me destinais absolument pas à être pianiste, hein. Mais voilà, petit à petit, la passion, en tout cas, la découverte de cette musique m'a passionné, et au bout de quelques années, j'ai pu continuer vraiment tout seul à travailler moi et à prendre la décision de faire que du piano et d'en faire mon métier. Et du coup, à partir de là, tu vas intégrer un groupe qui s'appelle Jazzpel. Alors, c'était vraiment on va dire, le premier groupe un petit peu déclencheur de ma carrière, même si avant je jouais avec des musiciens montpelliérains. Mais à Montpellier, j'ai rencontré un saxophoniste qui s'appelle Isaïe Sid, qui habite maintenant à Paris, et qui m'a fait aussi rencontrer une chanteuse qui s'appelle Rachel Rassizafi, qui habite par contre toujours dans le secteur ici. Et Rachel, en fait, c'était une chanteuse de gospel, vraiment, qui a débuté, qui a chanté avec Black and White, Gospel Singers, avec Emmanuel Job, qui est très connu maintenant, et à Montpellier et un peu partout en France et dans le monde pour le gospel, hein, ce qu'il a amené au gospel. Et donc Rachel était imprégnée de cette musique. Et Isaïe, lui, venait vraiment du jazz et il voulait créer un groupe, une musique qui liait les deux, le jazz et le gospel, en fait. Et donc, grâce à ce groupe, on a pu faire pas mal de concerts dans des clubs, dans des festivals. C'est un peu comme ça que j'ai découvert aussi un petit peu le jazz en France, les lieux de jazz, notamment à Paris. Et en fait, j'ai pas très bien compris. Vous jouez du piano sur de la musique jazz, c'est ça? Oui. Ok. Tout à fait. Oui, oui. C'est comme ça, en fait, quand j'ai appris le jazz au piano, que j'ai développé, que j'ai pu jouer avec d'autres artistes de jazz, des chanteuses, des saxophonistes, batteurs, contrebassistes, beaucoup. Et donc, dans ce groupe, donc Isaïe Sid, c'est un saxophoniste, il y avait un batteur, un guitariste, un contrebassiste, et donc cette chanteuse, Rachel Ratsizafi. Ça a été vraiment le déclencheur. Pendant plusieurs années, jusqu'en 2007 à peu près, 7-8, on a fait pas mal de concerts. Et quelles ont été à toi tes influences musicales? Mes influences musicales de départ, elles sont un peu communes à beaucoup de gens de ma génération, c'est-à-dire finalement la musique des années 80 et puis la musique aussi des années un petit peu antérieures. Mes parents aussi écoutaient du classique, donc c'était un petit peu un panel de tout ça, mais mes parents n'étaient pas musiciens particulièrement, donc c'était voilà la musique populaire en règle générale en fait. Et après, c'est vrai que le blues, j'étais particulièrement sensible au blues en fait.
Et quand j'ai découvert le jazz un petit peu par ce biais-là, et après, voilà, je me suis fait ma culture en jazz et surtout dans ce type de style. Alors évidemment, après, j'ai écouté plein de styles différents aussi, mais bon, après, chacun joue en fonction de ce qu'il aime, ce qu'il fait vibrer, et il essaye de faire vibrer les autres. Donc du coup, tu disais que tu jouais aussi avec d'autres musiciens, donc en duo, en trio, et là notamment, tu viens nous présenter un album avec 2 autres musiciens. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors cet album, en fait, c'est un album en trio. C'est, on va dire, mon projet personnel, parce que dans ma carrière, j'ai beaucoup accompagné. Donc au sein de groupes qui pouvaient aller du duo avec une chanteuse jusqu'au big band, hein. C'est très vague, enfin très vaste ces possibilités-là. En tant que pianiste, en tout cas, on peut intégrer beaucoup de formations différentes. Et là, ce trio-là est né en fait en 2013 d'une tournée que j'ai fait avec un saxophoniste américain, et grâce à cette possibilité de faire venir ce saxophoniste qui s'appelle Craig Andy, qui est vraiment très haut niveau. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer et de le faire venir. Et pour l'accompagner, j'ai pensé tout de suite à un contrebassiste avec lequel j'ai quasiment débuté, qui s'appelle Nicolas Sabato, qui habite maintenant à Paris, et qui lui a une grande expérience des Américains. Sa femme était américaine à l'époque, donc déjà lui connaît bien cette culture-là. Et aussi avait eu l'occasion de jouer avec des artistes américains, donc tout de suite j'ai pensé à lui, et en discutant avec lui, on a choisi Mourad Benamou en tant que batteur, qui habite aussi à Paris, qu'on connaissait tous les deux, et on savait qu'il avait ce type de jeu en fait vraiment adapté à ce saxophoniste. Et cette tournée s'est tellement bien passée en 2013 que après j'avais des morceaux, des idées à pouvoir développer en trio, donc avec vraiment moi devant en tant que pianiste, plus donc la contrebasse et la batterie. Et donc ce qui a donné un premier album en 2016, qui est sorti en 2016, qui s'appelle It's Only a Paper Moon. Et cet album enregistré l'an passé, qui sort cette année, en fait, qui s'appelle When Mosquitoes Buzz. Donc en autoproduction, hein. Alors, pour l'instant, c'est autoproduit, mais il devrait sortir avec le label Black and Blue, qui était déjà le label du premier album. Et là, on est en train de faire des démarches pour pouvoir le sortir comme ça, et pour pouvoir aussi le distribuer et qu'il soit accessible sur les plateformes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Justement, on peut déjà les retrouver sur les plateformes ou pas encore ? Pas encore, mais ça va venir. Du coup, tu as une série de concerts à venir en France, à l'étranger, un peu partout ? Il y en a, effectivement. Alors, surtout cet été, on va faire une tournée avec une chanteuse américaine qui s'appelle Mandy Gaines. Donc, c'est mon trio plus cette chanteuse qu'on accompagne depuis déjà un certain nombre d'années. Toutes les 2 ans à peu près, on l'a fait venir de Cincinnati. Et là, on fait une série de concerts dans des festivals en France, un peu partout. En attendant, si on veut écouter un petit peu ce que tu as fait, est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux ? Alors les réseaux, mais surtout sur mon site internet, il y a beaucoup de choses. Oui. Il y a des vidéos. Alors je te laisserai donner le nom à la caméra du site internet pour qu'on puisse aller te voir. Franck, c'est très simple, c'est cédric-chauveau.com. Voilà, et puis même en tapant Cédric Chauveau, a priori, on tombe assez facilement sur mon site. Eh bien, écoute, on a hâte d'écouter ce que tu fais. Maintenant, on va t'entendre. Merci. Merci.
le teaser, sympa. Oui, Super très sympa. J'adore le Génial. classique. Bravo, Cédric. Chauveau. Surtout pas chevaux. Hein. Chauveau. Bravo Muriel. Merci beaucoup. Et là maintenant, c'est au tour de notre belle Mimi. Alors, Voilà. qui vas-tu nous présenter aujourd'hui? Alors, moi, j'ai la chance de recevoir Marie. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, Marie, c'est vraiment très spécial. Elle m'a beaucoup intéressée parce que tu vas me parler un petit peu de toi déjà. Ça m'intéresse beaucoup. Un peu de ce que tu fais, etc. Alors, d'abord, on va découvrir cette chère Marie qui a un grand talent quand même. Merci de cet accueil, vraiment. Eh ben, je dois dire que je suis une chercheuse. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai l'appellation danseuse, chorégraphe, facilitatrice d'atelier. Et c'est pas vraiment ça. Non, mais c'est tout ça et c'est encore au-delà. Et c'est ça qui est intéressant. J'ai cherché dans plein de domaines. Tu veux que je parle un petit peu de ma vie ? Oui, rapidement, parce que comme ça, parce que je vais après, juste vous dresser le tableau de comment ça se passe en fait. Quelle est la recette de cette vie-là ? C'est ouais, plutôt ça. la recette. Donc en fait, je commençais un métier et puis 10 ans après, alors que j'étais au sommet, bam, je changeais de métier. Ça, c'est à peu près ma vie. Et personne ne comprend rien autour de moi. Ma famille me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? J'étais entre autres professeur agrégé, je travaillais au rectorat, j'avais un poste envié de tous, mais d'autres aussi. J'ai fait de la bijouterie, j'ai fait de la sculpture, j'étais artiste plasticienne, je suis danseuse et j'ai été toujours toute ma vie danseuse. Et donc ma famille me disait, Marie, c'est super ce que tu fais, mais on ne comprend rien en fait. Vraiment, on ne te suit pas, on n'arrive pas à te mettre dans une case. Et j'ai perdu aussi beaucoup d'amis. Oui, mais moi je me dis, c'est pas grave de ne pas pouvoir mettre quelqu'un dans une case parce qu'on se découvre et on aime ce qu'on fait. Et un artiste, je dirais jamais assez qu'un artiste est comme un clown. Il sait tout faire finalement. Donc peu importe ce qu'ils n'ont rien compris. Mais j'ai mis du temps à le comprendre, Muriel. Toi aussi ? Mais oui, j'ai mis du temps. Et puis j'ai réalisé qu'en fait, je m'en fous complètement de ce qu'ils pensent. Eh ben et en voilà. fait, je suis en train de créer mon propre art. C'est-à-dire que les gens ont besoin des cases, surtout en France, n'est-ce pas ? Parce que je vis aussi à l'étranger. Mais en fait, ça les concerne eux. Et quand on est sur le plateau et qu'on réalise quelque chose, un mélange entre les arts plastiques, la peinture corporelle, la danse, et je ne sais quoi encore, parce que je ne me limite pas, eh bien les gens n'ont pas besoin de mots pour expliquer ce que c'est. Ils ont juste le ressenti, ils sont juste touchés, je l'espère. Et puis voilà. Et puis j'aime continuer à chercher et j'aime continuer à faire des choses, à créer, à faire des expériences, à prendre des risques aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ce qui m'anime encore aujourd'hui, c'est ce qui me maintient jeune. Et c'est ce qui me maintient dans la capacité de danser encore. Et maintenant aussi de transmettre. Donc là, c'est vraiment un point important. Alors, ce qui m'intéresse, transmettre, le mot transmettre. Il est grandiose quand même. Hein. Il est grandiose parce qu'en fait, je pense qu'il faut suffisamment s'être enrichi soi-même, avoir fait des expériences, avoir traversé des situations, avoir fait des rencontres aussi avec des maîtres, des maestros, hein, pour pouvoir un jour dire. Et puis c'est pas quelque chose de la tête, c'est quelque chose du cœur. Un jour, il y a un élan et on a vraiment besoin de partager tout ce chemin. Et aussi de dire aux autres, mais c'est pas si grave de prendre des risques en fait. C'est Le risque, tu l'as pris, c'est très bien, mais je voudrais savoir, ce risque que tu as pris, parce que c'est un risque quand même, est-ce que c'est ici, en France ou ailleurs ? En France plus qu'ailleurs, parce que j'habite aussi au Costa Rica, à peu près la moitié de l'année. Là-bas, j'ai énormément appris sur moi-même. Pourquoi ? Parce que les gens nous accueillent, quoi que l'on fasse. Je leur disais, je suis danseuse, j'ai construit un centre de résidence pour artistes, et puis encore, je monte à cheval, j'ai mes propres chevaux. C'est OK. Ici, quand je dis ça, on me regarde avec des yeux comme ça, on me dit, mais t'habites où ? Mais tu fais quoi ? Mais je m'en fous, en fait. Est-ce que tu peux expliquer justement Vous pouvez parler de tout ça. Si vous avez qu'est-ce que envie. tu fais exactement ? Parce que c'est très particulier quand même. Tu fais pas que de la danse. Non, je fais pas que de la Donc, danse. Explique. Alors, ce que je fais, je téléspectateurs travaille ce que avec tu le fais. vivant. Voilà, j'ai mis toutes ces années à comprendre. Je travaille avec le vivant, à l'intérieur de nous, et comment est-ce qu'à l'extérieur aussi, il vient nous nourrir. Donc, je travaille avec la nature. Donc, je danse avec une plante,
par exemple. Je fais un duo. Je ne danse pas juste avec une plante en pot qui est comme dans un cabinet médical et qui est là en train de dépérir. Non, vous allez voir, il y a un petit kit qui lui permet De s'exprimer. Le kit, on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais savoir, il y a quand même une correspondance entre chaque branche de la plante. Merci. Il y a une branche de la plante, mais en fait, il y a son corps qui fait que quand il y a 2 capteurs, c'est ça que tu me demandes ? Quand il y a 2 capteurs, ça mesure le flux électromagnétique qui est dans le vivant. De ton corps. Non, de la plante. Du corps de la plante elle-même. Qui émane de Mais ça marche l'énergie. Mais ça, aussi c'est avec important de le dire, parce Oui, c'est que ça. pour qu'on puisse comprendre, il faut faire une erreur, comme je te dis, de ton corps. Non, c'est du corps de la plante. C'est la corps de la plante. Donc, il faut préciser que c'est une vraie plante. C'est une vraie plante vivante. Et ça ne marche pas sur une fausse plante, parce qu'il ben oui. n'y a pas d'eau dans une fausse plante. Non, mais c'est important de le dire. Non, mais tu as raison, en plus. Et c'est l'intérêt, c'est peut-être aussi la différence entre ce qu'on voit partout et ce dont certains ont peur. Moi, je n'ai pas peur. L'intelligence artificielle et un corps humain. Donc, on a compris que c'était vraiment la plante vivante qui faisait beaucoup de travail. Hein. Eh ben, en fait, ce qui est intéressant, et Vous c'est ce êtes que en j'ai union, une flamme. c'est ce que j'ai les deux. découvert, c'est qu'il y a une interaction. Et il y a un bouquin de Renaud Runman, La vie secrète des plantes, qui en parle. Donc, en lisant ce bouquin, j'ai pris conscience que c'était pas des hallucinations. Il y a une interaction. Elle a pu apprendre une mélodie, pas cette rose-là, une que j'ai au Costa Rica. Donc, Cédric, tu voulais poser une question, toi, tout à l'heure. Non, moi, c'est pas vraiment une question, mais je connais le phénomène avec les plantes. Parce que sur le festival que j'organise, il y a à peu près 5-7 ans, on a eu déjà des artisans qui sont venus nous présenter ce genre de choses. En fait, moi, j'étais très sceptique sur le moment, et en définitive, en fait, c'est ce qu'on pourrait dire comme nous, l'électricité qu'on a dans le corps qui se passe d'une ramification à l'autre, et selon la plante et son bois, les différentes plantes, on va avoir des sons complètement différents et des interactions différentes. Mais c'est nous qui allons animer ça, et c'est vrai qu'il y a un aspect de vivant à vivant sur lequel je n'aurais pas de nom, parce qu'à l'origine, je suis quelqu'un de très cartésien. Mais là, par contre, je me suis retrouvé face à quelque chose où on est obligé de faire un constat de fait. Exactement. Oui. Tu as dit une chose très, très intéressante. Et au-delà même de ça, je me rends compte que les plantes ont une personnalité d'une même espèce à une même espèce, et qu'elles apprennent. Et donc, je me suis posé la question, et j'ai eu envie d'y répondre par moi-même, mais je me suis dit, j'ai pas assez de données là, en fait. Je suis en train de plafonner avec ce qui se passe. Et j'ai lu donc ce bouquin de Renaud Runman, La vie secrète des plantes, qui raconte que le vivant, en fait, est colporté par l'eau. Donc, il y a Marc-Henri qui étudie là-dessus. Et en fait, l'intelligence que nous avons en tant qu'humains est la même qu'il y a dans la plante, et la même qu'il y a dans une pierre, parce que je suis désolée, mais il y a aussi de la vie dans une pierre, et la même qu'il y a dans un animal. Et donc, c'est ça le propos de mon travail. Et quand je fais des facilitations, c'est ce que je vais chercher chez l'autre. C'est-à-dire lui faire prendre conscience que il a ça en lui. De toute façon, on va le découvrir tout à l'heure, mais en même temps, ça m'a interpellée en regardant ton parcours. C'est justement ces fameuses plantes que tu décris si bien, et tu décris si bien leurs branches. Parce que c'est de l'amour. Ouais. Parce que c'est de l'amour, parce que tout à l'heure, Franck a parlé de Sainte Sarah, et puis 2 fois. J'étais là, mais waouh! Moi, je suis hyper connectée à Sainte Sarah. Pourquoi? Parce qu'elle vient nous dire aux êtres humains que c'est sacré, la vie. La vie est sacrée. Et tout ce dont je vous parle est sacré. Tout ce dont je vous parle, c'est le fluide de Dieu qui descend en nous. Il n'y a pas de religion là-dedans. C'est juste un fait. C'est juste un fait. Eh ben, alors qu'on t'entende aujourd'hui. Et c'est ce que les gens sont en train de comprendre en ce moment dans notre époque. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses très, très noires, très funestes qui arrivent, parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons le trésor de la vie, nous avons le secret, qui est que tout est sacré. Et que si on l'honore comme ça, et les artistes, on a cette chose-là d'honorer et de mettre de la lumière et de nettoyer aussi, eh bien, on a tous accès à cette connexion-là. Alors, on appelle ça connexion, mais c'est une connexion à l'univers. Moi, je pense que c'est quelque chose de très vibratoire, en fait.
Ce que tu racontes là, j'ai l'impression de le ressentir avec les gens qui m'entourent autour de l'instrument. Et c'est la même chose, c'est juste la vibration. Enfin, on en reviendra après quand on en parlera. Et il y a beaucoup d'interactions grâce à ces vibrations, que ce soit dans la plante ou dans d'autres matières. Mais ce que tu me dis là et décrit, je ne pourrais pas dire mieux sur ma clientèle parce que c'est exactement la même chose, moi, de mon côté. C'est pour ces choses-là que les gens viennent me voir, en fait. Mais c'est marrant parce que moi, c'est sur du métal et toi, c'est sur des plantes, en fait. Tu vois, mais c'est vraiment les mêmes réflexions que l'on a, les mêmes discussions. Effectivement, cher chroniqueur. Alors, on va parler d'étoiles. L'étoile. Alors, en fait, le corps humain, donc j'appelle ma danse, là, la danse que j'accompagne, la danse cristalline de lumière. Pourquoi ? Parce que c'est chercher l'état cristallin à l'intérieur de nous. Et cette étoile, c'est une métaphore de notre corps, métaphore du corps humain qui a 7 branches et donc 7 capacités. Voilà, c'est ça que je veux savoir, les capacités de ces étoiles. Alors, cette capacité du corps humain, notre corps, là, l'instrument que nous avons, que nous accordons comme tu as accordé ton drum ou comme une guitare, cet instrument-là a la capacité de nous calmer et de nous amener du bien-être et du plaisir, c'est pas petit déjà, a la capacité de nous faire changer d'état de conscience, de nous faire ressentir d'une manière somatique, c'est-à-dire qu'en mouvement, on va commencer à sentir des choses. À la capacité de nous permettre des émotions esthétiques, les artistes, on le sait, c'est quand même notre fonds de commerce. C'est-à-dire que ça n'est pas par l'intellect que ça passe, c'est par tout le corps. Tu parlais de résonance vibratoire, c'est comme ça que ça marche. Mais pareil avec une couleur, pareil avec un mouvement, c'est par empathie. On a la possibilité aussi de rentrer en action et de transformer. Je vous parlais des ombres tout à l'heure. Donc on transforme tout ça, on fait du nettoyage. Et quand on va loin là-dedans, on va changer les mémoires cellulaires. Donc on parle de tout ce qui est karma, tout ce qui est empreinte, tout ça. On peut changer ça par le mouvement. Donc c'est incroyable. Donc, le mot de la fin, Marie. Et le dernier, c'est qu'on peut communiquer avec l'univers. Le mot de la fin qui m'intéresse, est-ce que tu rentres en transe ? Toujours. D'accord. La transe, c'est un des états de conscience. C'est très intéressant de savoir si elle rentre en transe. C'est un des états de conscience. Ouais. Voilà. Je voudrais, comme on va te voir en live, on va quand même profiter de toi un petit peu. Et tu vas regarder la caméra et tu vas nous dire comment on fait pour te joindre. Alors, pour me joindre, le plus simple, parce que je voyage et que je suis seule, c'est de chercher Marie Malaya, M'_A_L_A_Y_A, sur Facebook. Mais tu sais, c'est pas grave que tu voyages, parce qu'on peut te trouver partout, finalement. Mais que tu sois à Péta ou Schnock ou à n'importe où. Et je trouve les gens plus facilement depuis que je voyage. Merci beaucoup pour ce temps. Je te remercie, nous allons te voir. Ça va être un plaisir. Et tu reviens. Avec grand plaisir.
Alors, maintenant, nous avons vu Marie qui est revenue. En plus, elle est très sage. Elle a fait une danse super. Et nous allons passer à la rubrique Monsieur Musique. Bonjour, nous voilà pour une nouvelle chronique avec le professeur de musique, Alexandre. Ma chère Mimi, mais tu sais quoi, je crois qu'en fait je suis pas bien habillée pour le style qu'on va parler. Parce qu'on va parler de rap. Oh là là. Pose pas de questions si tu veux pas de réponse. C'est ça. Le mensonge. Il faut savoir quand même que le style de musique rap trouve ses origines aussi aux États-Unis. Le rap est apparu dans les années 70, principalement dans les quartiers défavorisés de New York. Il est né de l'influence du spoken word, des last basts et de tout ça. Quelle ville? New York, forcément. Les ghettos. Et toujours. Et tout ça, en fait, du dusting, du jazz jamaïcain. Tu vois, on retrouve quand même la Jamaïque sous fond de musique instrumentale. Donc, on retrouve un peu tout ça. Les premiers succès du rap, tels que le Rapper's Delight, du groupe Sungarin Gang, gang, on y va quand même, en 1979, étaient plus proches de la funk que du reggae quand même. Le rap s'est ensuite associé à la culture de la rue et a adopté des styles de musique crus, pour lequel il est connu de plus en plus aujourd'hui d'ailleurs. Il faut pas le nier ça quand même. Allez, au départ, il était considéré comme une expression du ghetto. Plutôt un genre musical à part entière, pour te dire. Puis le rap s'est diversifié en de nombreux sous-genres au fil des années. Et d'ailleurs, certains des principaux sous-genres du rap incluent le hip-hop, le old school, le gangsta rap, le rap conscient, le rap commercial, le rap go trip, mais surtout la trap actuellement et le grime. La trap. Exactement. Il ne faut pas l'oublier. Chaque sous-genre a ses propres caractéristiques et ses origines spécifiques. C'est le cas de le dire. Tellement spécifique qu'en France, le rap a également connu une popularité croissante depuis les années 1990. Des artistes tels que MC Solar, qui pour ma part est le wow, le poétique, le rap poétique. Le groupe I Am, un grand souvenir, ça c'est Cool Chain et on connaît. Et bien sûr, le grand et non moins célèbre NTM, qui aujourd'hui a contribué à populariser le rap français. Ce sont les trois icônes en fait du rap français. Le rap français s'est développé avec ses propres styles, son genre, ses propres codes, tels que le rap poétique, comme je disais tout à l'heure, le rap conscient et le rap commercial. Le rap n'a pas fini de nous étonner, surtout qu'aujourd'hui, on y met aussi le slam à l'intérieur. Et je connais certaines femmes qui sont plutôt pas mal dans le slam. En fait, tout ça, je ne vais pas vous en parler, mais en tout cas, sachez une chose, c'est que le rap n'a que, pour le moment, des choses positives, c'est d'ouvrir très haut ce que le verbe reste très bas chez certains. Voilà, bravo. Et on vous dit à très bientôt en musique, en style et surtout chez les Love Sisters. Et salut la les amis. libre encore. Ah oui, bye bye. Voilà, maintenant, après avoir vu monsieur Alexandre Chassagnac, qui est fidèle au rendez-vous, et dont j'ai une pensée quand même assez rapide sur quelqu'un qui est ici sur ce plateau, et j'en parlerai tout à l'heure. Nous allons aller vers toi, Charnel, et tu nous interviews Jean-Pierre, un vieux de la vieille ici à Love Sister. Alors oui, donc je vais vous présenter, où Jean-Pierre Faciola va se présenter surtout lui-même, puisqu'il va nous présenter aujourd'hui d'ailleurs un livre que je tiens entre les mains, c'est Destin de femme. Donc Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce titre ?
Alors, ce titre a été fait parce que, bon, j'en suis à mon 5e, 6e livre. Ça fait donc mon 6e passage à Love Sister que je remercie parce que c'est toujours charmant et toujours très accueillant. Et ce titre est venu parce que j'ai des lectrices et je ne savais pas, je n'avais pas trouvé ce que je voulais faire. Et je leur demandais dans quel pays elles voulaient vivre et quel métier elles voulaient faire. Donc j'ai, sur 2 livres, je suis en train d'écrire le 2e, 39 femmes qui sont dans différents pays, qui peuvent être, ça va de l'Algérie, ça passe par le Maroc, ça va en Israël, ça va en Russie même, et qui ont exercé différents métiers. Ça peut être avocate, ça peut être danseuse, il y a de tout. Ce sont des femmes qui sont parties de très bas et qui sont montées, donc qui ont la réussite professionnelle, sentimentale. Et voilà, donc j'essaye chaque fois, et Myriam le sait très bien, d'élever la condition féminine en les amenant au maximum, en leur faisant voir ce qui peut être un chemin de vie. Mais comment tu as pu sélectionner ces femmes ? J'ai sélectionné ces femmes, c'est pas moi, je dis, ce sont mes lectrices. Elles m'ont donné 40 personnes, 40 pays à visiter et 40 métiers ou 40 situations dans lesquelles elles voulaient trouver ces héroïnes-là. Donc tu entretiens un lien vraiment très, on va dire, très, très passionné et surtout très fusionnel avec tes lectrices. Ah oui, tout à fait. Quand je fais des couvertures comme celle que tu as entre les mains, j'en ai soumis 2 ou 3 à mes lectrices et elles ont choisi celle-là. Là, ça a été fait par l'intelligence artificielle par rapport à ce que je voulais. D'accord. Ça y est, la couverture ? Ouais. D'accord. Oui, franchement, elle est très belle pour... Oui, une femme... Et j'ai soumis aussi plusieurs titres, et en fonction du titre, on est arrivé sur celui-là. D'accord. Mais j'ai toujours très communiqué. Si tu veux, quand j'ai écrit mes bouquins de poésie, enfin mes recueils de poésie, j'ai toujours communiqué avec elles. J'aurais toujours envoyé, j'ai une dizaine de personnes très proches féminines, j'ai toujours envoyé le brouillon, la maquette, si tu veux. Et en fonction de ça, je voulais savoir, c'est comme un miroir, ce qu'elles ressentaient. Et en fonction de ça, je modifiais pour que ça colle exactement à ce qu'elles ressentaient. D'accord, donc ce livre, on va dire, c'est un peu le sentiment ou le sentiment que ressentent tes lectrices à travers le monde. Tu as voulu faire un peu ressortir l'histoire de chacune, c'est ça ? Alors, dans chaque héroïne, il y a la trace d'une personne que j'ai connue à travers ma vie. D'accord. Donc il y a aussi un peu d'autobiographie. Il y a une chroniqueuse de chez vous qui est qui fait partie justement d'une des histoires et qui fait partie d'un groupe de mode en Ukraine. D'accord. Mais je suis parti sur sa base parce que je la connais un peu à l'extérieur et en fonction de cette personne que j'apprécie énormément et que j'ai connue, que j'ai ressentie. Parce que l'avantage d'être un poète, c'est que tu ressens les choses. Je suis un peu comme une éponge. Donc je les décris dans ce pays-là. D'accord. Alors, où on peut d'ailleurs d'abord trouver ton livre ? Ah, mon livre, tu peux le trouver à la librairie, chez mon imprimeur, le Lys Bleu, où tu peux le commander dans toutes les librairies, puisqu'il est sur le catalogue de toutes les librairies. Ok. Alors, donc on a prévu de lire un passage. Comme tu veux. Et Jean-Pierre a voulu que c'est moi qui le lise. Ah, je préfère. Quand c'était mes recueils de poésie, c'est pareil. Il est très malin, Jean-Pierre. Hein. Il est très malin. Montre la couverture à la caméra, parce que c'est vrai qu'elle est vraiment très belle. Hein. Non, elle est très belle, la couverture. Et la 4e couverture n'a pas été faite par l'IA ? Non. Je n'ai fait que l'IA n'a fait que ça. Parce qu'elle a encore, le reste, c'est encore au niveau béton. Hein. Le reste, c'est au niveau béton encore. Le reste, oui. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. L'IA ne pourra pas te faire ce qui a le sentiment que tu as dans tous ces livres. Mais elle est au niveau béton encore. Ouais. Mais elle va monter très vite. Ah oui, mais tout à fait. Mais bon, le jour où elle viendra, peut-être qu'il n'y en aura plus besoin d'écrivain. Enfin, si, parce que refaire sortir les sentiments il y a tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, mais le style, il reste le style. Voilà. Et non, ça peut être un accompagnateur. Oui. Effectivement, mais c'est tout. Ça m'a accompagné, si, dans le 2e livre. Comme disait Franck, ça peut être un accompagnateur en syntaxe, tout à fait. En tout ça, tu vois, en faute d'orthographe, etc. Elle te sert de valet, hein, pas de maître. Voilà, c'est pas un maître. Le maître, c'est l'écrivain. Si, moi, la seule différence maintenant dans le 2e, elle m'a servi quand j'ai fait des recherches sur chaque pays. Parce que si tu veux, ce que je faisais en 3 semaines, en 1 semaine, je l'avais. Tu sais que je vais chercher dans les pays ce qui est intéressant pour les personnes. Donc après, j'allais chercher directement sur différents sites. Là, elle me centralise toutes les données que j'ai besoin. Et après, je peux bâtir mon histoire. Oui, il y a une rapidité extrême. Mais voilà, c'est encore, comme dit Franck, c'est simplement un valet. C'est simplement un valet. Oui, tout à fait.
Alors, donc, je vais vous lire le passage qui, pour moi, m'a un peu touchée, puisque ça me parle. Alors, donc, âgés de 40 ans, mais munis d'une foi sans borne, ils aspirent à un niveau de départ dans ce pays décrit comme un Eldorado, l'Algérie. La navigation parut assez éprouvante sur le bateau à vapeur. Son épouse demeurait sensible au mal de mer et la Méditerranée peut se montrer parfois capricieuse. Alors, j'ai trouvé ce passage beau parce que je pense que ça parle déjà des femmes. Et Oui. c'est vrai que souvent, une femme, quand elle arrive à 40 ans, elle a parfois envie de refaire sa vie, de revoir de nouvelles choses, de s'évader. Et parce qu'elle a parfois tant donné à élever parfois les enfants, la famille. Et là, t'as fini là, de lire? Oui. Ah, c'est court, hein? Alors, je peux poursuivre. Hein, si, Au moins 2-3 lignes, quand même. Oui, alors si. Alors, donc, à peine descendus à terre, ils se mirent en route afin de trouver un site où pouvoir s'installer. Un jour, la chance leur sourit. Ils repèrent une plaine en bon agriculteur. Yves Marchand sentit, goûta et malaxa la terre. Il se réjouit en comprenant la fertilité du lieu. C'est déjà bien, parce qu'au moins, il a trouvé la terre. C'est normal, venez de la mer. Et donc, tu lui as donné un nom, comme il arrive d'Algérie, un nom... Non, c'est un Français, là. C'est un Français. Après, tu as... Si, j'ai cherché chaque fois un nom qui correspondait au pays, par rapport à mes héroïnes. Mais après, si tu veux, j'ai encore d'autres livres de prévus. J'ai d'autres projets. D'accord. Donc, est-ce que où on peut te rencontrer, te trouver? Ah, mais moi, tu me trouves à Palavas-les-Flots. D'accord. la caméra. Et d'ailleurs... Oui, pardon. Oui, vas-y. Oui, on me trouve à Palavas-les-Flots. Donc voilà. Ben, je vais dans un bar, mais je ne vais pas citer le bar, qui s'appelle Les Vedettes. Je vais tous les mercredis, tous les vendredis au marché, et sinon j'habite Palavas. Au marché Tu prends ton petit déjeuner au café? Oui. Merci, tu peux donner rendez-vous au petit déjeuner, au café, pour faire la lecture aux personnes qui s'ennuient, par exemple. Mais alors, ce que je fais, ça m'arrive souvent, ce sont des dédicaces au bar. Parce que il y a des gens qui veulent me voir, et je viens avec un livre, et je leur dédicace le livre au bar. Mais comme je disais, j'ai encore 2 projets derrière. J'ai un projet avec la mairie de Palavas. Oui, d'ailleurs, c'est ça. Ouais. Voilà, parce que comme le maire allume mon premier livre et qui a l'histoire sur la française et se passe à Palavas-les-Flots, je vais réaliser un livre qui va parler des gens truculents de Palavas-les-Flots. Et en plus, après, je vais en faire un autre pour une amie marocaine qui m'a donné une idée qui est pas mal, c'est de parler dans le monde, dans certains pays, des femmes qui ont participé à l'évolution du pays. Voilà, tu vois, j'ai encore pas mal de projets derrière. Et il y en a beaucoup. Et j'ai un autre projet que tu es au courant, c'est la manifestation que je compte faire au mois de septembre-octobre pour la dédicace de mes 2 livres avec à vocation caritative. Pardon, je ne sais pas si je peux en parler plus, mais voilà. Mais tu peux. Hein. Et j'aurai une marraine qui s'appelle Myriam Watteau. Génial. C'est sûr qu'il faut s'impliquer dans le monde associatif, le monde caritatif. Si tu veux, jusqu'à présent, je me suis impliqué. Chaque fois que j'ai fait un livre, que j'ai fait une séance de dédicace, j'ai mis un artiste. C'était un peintre pour les faire connaître. Et après, je me suis dit, quand je suis allé à Palavas, que j'ai vu ces choses-là, j'ai dit, mais pourquoi je n'essaye pas une manifestation caritative ? C'est très important. Je viendrai accompagner mon époux, déjà bien aimé, Stéphane Lelouch. Tout à fait. Et puis, certainement de mon coéquipier pour chanter 2-3 chansons, Alexandre Chassagnac, que tu connais. Oui. Je te remercie en tous les cas de tout cœur. Moi, je te remercie de m'avoir invité aussi. Non, mais c'est normal. Donc, si tu peux regarder la caméra et encore nous donner ton numéro de téléphone, ce serait pas mal, et dire que tu les invites à venir au café. Exactement. Et que tu offres ton adresse. Et ton adresse 06 01 74 29 81. N'oubliez pas de l'appeler parce qu'il est génial et c'est un galant homme. Donc, on ne risque rien avec lui. C'est exact. En parlant galanterie, je t'offre le livre. Merci. Toi, tu l'as déjà. J'en ai marre. Non. Tu l'as à la maison, je vais le faire à Stéphane. C'est celui qui l'a eu. Je sais, mais j'aime pas les offres qu'on offre devant tout le monde à une seule personne, tu comprends? Mais de toute façon, il va falloir que je passe un de ces jours parce qu'il y en a une qui l'a pas eu. Et Myriam, de toute façon, il va falloir que je revienne parce qu'elle n'en a pas eu, elle va être jalouse. Vous l'avez dit. Ouais,
c'est normal, il faut que vous pensiez tous qu'il y a 3 chroniqueuses avec vous. Vous devez être gentil avec 3 chroniqueuses. Les ingénieurs du son aussi. Ouais. Alors maintenant, ça va au tour d'Heidi, qui a encore un nouveau Cédric, comme Charnel, mais un Cédric très spécial. Créateur de handpan. Très spécial. Un instrument assez récent. Que j'aime l'instrument. Ben, merci. Alors, explique-nous déjà, avant de tout, qu'est-ce que c'est cet instrument? Explique-nous. C'est une percussion métallique mélodique. En fait, c'est simplement, moi j'appelle ça un piano sur du métal, en fait, puisque toutes les notes sont accordées parfaitement. Et chaque instrument sont des gammes différentes qui vont vous amener dans un univers différent, que ça soit du côté du Japon avec des gammes akebono, du côté de nos amis musulmans avec des gammes un petit peu plus orientales. Nos amis aussi israéliens. Mais ça touche tout, puisqu'en fait, c'est que des gammes sur les instruments. Et donc, en fait, il en existe des milliers. Voilà. Et voilà, ça... Tu vas nous faire une petite démonstration après d'ailleurs. Hein. Ouais, je veux bien, mais moi j'aimerais plutôt participer, que les gens découvrent, parce que j'ai vu que tout à l'heure il y avait des personnes qui étaient quand même très intéressées par l'instrument, les personnes qui rentraient venaient le toucher. Je vais vous montrer 2-3 petites choses, mais il est plus intéressant de participer sur l'instrument. Moi je suis un vrai mélomane, un fabricant d'instruments, mais des vrais musiciens on les a devant nous en fait. Je fabrique ces instruments. Je suis facteur d'instruments. Luthier, c'est des instruments à cordes. Là, on est. Là, je suis facteur d'instruments. Justement, d'où et quand est venue cette passion pour cet instrument? Moi, c'est arrivé en 2009. Je suis percussionniste à l'origine et je découvre cet instrument sur les réseaux sociaux en fait, et je suis tombé mais complètement sous le charme. J'ai commencé à essayer de découvrir s'il y avait des méthodes de travail autour, si les gens pouvaient s'en procurer, ce qui était très très compliqué. Il y avait des listes d'attente de plus de 5 ans sur les instruments, donc c'était très long à pouvoir les obtenir, le temps de ne plus en avoir envie en fait. Et au fur et à mesure, j'ai pu en avoir un. J'ai essayé de rassembler les gens autour d'un événement qui était le Handpan Festival qu'on avait déjà parlé, justement pour découvrir les uns des autres, se découvrir, puisqu'il n'y a aucune méthode de travail, rien du tout. Donc la seule chose qui nous permettait d'évoluer, c'est de voir le confrère ou le collègue en train de faire ce qu'il fait lui, ce que moi je fais, et puis de comparer et de se dire l'intérieur il est... C'est creux en fait. C'est 2 sphères qui sont collées avec un trou en dessous, et c'est une compression d'air qui est à l'intérieur, qui travaille avec ce qu'on appelle le théorème d'Helmholtz en fait. Et c'est juste, vous tapez sur la note, ça va créer une vibration et qui va se retransmettre de l'autre côté en fait. Alors justement, quelle est la particularité de cet instrument? Qu'est-ce que vous entendez par particularité? La particularité, c'est-à-dire que tu m'as expliqué que selon la manière de le fabriquer, ça peut émettre des sons plus ou moins aigus, c'est-à-dire que tu vas en faire un autre qui va être complètement différent de celui-ci. Oui, complètement. En fait, on fabrique des gammes, c'est-à-dire qu'on a une base. Moi, je commence d'une feuille plate. Je crée d'abord le galbe de l'instrument, et à partir de là, on décide d'une gamme qu'on va appliquer dessus. On la dessine en fait, et après, on va travailler sur de l'emboutissage, sur des marteaux pneumatiques pour délimiter et épauler chacune des surfaces. Et après, c'est simplement de l'accordage. Donc après, ça veut dire quoi? On la dessine? C'est-à-dire que là, moi, à l'origine, je pars de quelque chose qui est complètement vierge, c'est-à-dire que c'est à plat, je crée la demi-sphère, et à partir de là, on voit, monsieur tout à l'heure on discutait de certaines gammes, moi je vais implanter la gamme, je vais prendre ma gamme, je vais faire ça remonter, et je vais voir comment la positionner sur l'instrument. Et le fait de la dessiner, c'est pour ça que l'on voit des notes dans des sens un peu différents, c'est parce qu'en fait, la note est faite d'un axe ici qui est un axe de quinte, d'un axe ici qui est un axe d'octave, et il faut éviter que les axes se croisent pour mélanger les harmoniques en fait. Donc vous fabriquez souvent sur commande alors en fonction du besoin de l'artiste? J'en ai que très très peu à l'atelier en fait. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres en fait. C'est-à-dire que c'est un artiste qui vient qui vous dit voilà, moi j'ai besoin de telle note. C'est ça. C'est ça, voilà. C'est exactement ça. Okay. Après il y a des gammes standardisées comme des ré mineurs. Là celui-ci c'est un ré mineur étendu, c'est-à-dire qu'on a rajouté quelques notes pour aller un petit peu plus loin que la gamme des 9 notes qui est proposée. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça en fait. Et d'ailleurs, il faut savoir jouer alors. Oui, il faut savoir non, parce que à la fois 80% de nos clients sont des gens qui ont rencontré l'instrument et qui ont été juste happés par la vibration en fait. Et après, oui, on a 20-30% de nos clients qui sont de véritables musiciens. Mais ça touche vraiment tout le monde. Voilà. C'est un instrument très ludique
et à la fois très compliqué. Ces vibrations aussi qui servent aussi dans le côté spirituel, dans le bien-être. Exactement. Et justement, ce qui est intéressant, parce qu'on parle du côté spirituel ou autre, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'instruments. Celui-ci, on est sur une matière du métal, en fait, qui est une matière déformable, transformable. Et après, sur un autre instrument que j'ai ici, on est sur de l'inox. Et là, on va rentrer plus dans l'aspect méditatif, parce qu'on a un sustain qui est très long sur les notes. Donc ça permet, ça se compare souvent au bol tibétain, à des choses comme ça qui se ramènent autour, en fait. Cet instrument-ci, en fait, il y en a qu'un au monde, en fait, c'est celui-ci, parce qu'on est sur d'autres manières de concevoir l'instrument. Là, on est sur une matière sur laquelle on travaille avec des marteaux pneumatiques pour pouvoir tendre la matière, et là, on n'est que sur de l'emboutissage. En fait. Et combien de temps ça vous prend pour fabriquer un instrument? Alors, le premier que j'ai fait, 350 heures. Mais ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier. Oui, parce qu'il faut apprendre, et ça, on passe un brave moment avec beaucoup de frustration au démarrage, parce qu'il y a beaucoup de déchets. Et après, aujourd'hui, il faut compter sur une gamme standard, c'est-à-dire un 9 notes. On va compter entre 35 et 50 heures de travail par instrument, à peu près. Il n'y avait personne pour te guider, en fait, au début, quand tu as commencé à fabriquer? Non. Oui, j'ai eu une personne qui est un fabricant aujourd'hui, je vais nommer sa marque, parce que c'est Cohan, c'est un ami à moi, qui m'a fait découvrir un petit peu la fabrication, mais je suis resté une journée avec lui, pas plus. Après, j'ai eu 1 an et demi de travail tous les soirs. Comment tu récupères les matériaux? Alors là, aujourd'hui, je me suis équipé de ce qu'on appelle une machine hydroforming qu'on a créée. Donc, je vais acheter directement ma matière auprès des gens qui vendent du métal, en fait, comme n'importe quel magasin, en fait. Mais je vais chez le fournisseur. J'ai des pourcentages de choses qu'il faut que je récupère dans la matière. S'il n'y a pas ces pourcentages-là, ça ne peut pas fonctionner. Donc, j'établis certains produits et je pars de feuilles et je forme moi-même avec une machine hydroforming à base d'eau, en fait. Alors, tu as monté un festival, du coup, de handpan. Oui, exactement. Où tu as réussi à rassembler tous les ans jusqu'à 15 000 personnes. Alors, pas tous les ans, les dernières années. Ouais. Oui, avant le Covid, jusqu'au Covid, c'est ça. Avant le Covid. Bon, depuis, j'en ai monté 3 festivals ou 4 différents, mais celui-ci, je l'ai commencé en 2014, en fait. L'idée s'est levée en 2013. J'ai monté cet événement en 2014 dans un petit camping à côté de Béziers, parce que personne n'y croyait, en fait. Puisque ça rassemblait un petit peu ce que disaient certaines personnes, des hippies. Ça me fait bien rigoler. Et globalité, première année, on a fait quand même 800 personnes sur l'événement. On nous demande de renouveler. On est monté à 1500. De là, on est passé à 3500, 7000, 10 500, 12 000, 15 000 et 28 pays différents. Donc ça prouve que ça touche quand même beaucoup de gens. Et ce que je parlais tout à l'heure, et qui m'a beaucoup plu dans ce que tu disais, c'est pour les mêmes raisons que les gens viennent à cet instrument, c'est cet aspect vibratoire, en fait. Donc, qui touche également... alors, tu travailles aussi avec... des enfants dans les hôpitaux, avec des enfants autistes, avec je travaille avec l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. J'ai fourni un instrument au niveau du service des enfants autistes et sur lequel il y a eu de très très beaux résultats. Alors, je n'ai pas tous les tenants, les aboutissants, mais dans les résultats, il s'avère que beaucoup de personnes ont pu diviser leur médicamentation par 2. Par exemple, des enfants qui sont en état d'énervement, quand on leur demande quelque chose de par leur problématique, en fait, avant de demander d'aller se doucher, d'aller manger, d'aller prendre leur cachet, ils vont jouer 10 minutes de handpan et du coup, ils voient un sourire sur le visage de ces enfants, et quand ils viennent leur demander quelque chose, ça va se faire instantanément, sans crise de nerfs, sans se faire mal, en fait. Donc là, on est sur du constat de fait. On est dans quelque chose qui n'est pas du palpable. On est vraiment dans ce qu'on parlait tout à l'heure, dans le côté énergétique, dans le côté vibratoire, et il y a vraiment un constat de fait à établir. En parlant de jouer, est-ce que vous allez nous jouer quelque chose? Je vais vous montrer comment ça fonctionne. D'accord. Moi, ce que j'apprécierais, c'est de voir certains de ces musiciens évoluer dessus, parce qu'un pianiste, c'est exactement la même chose, en fait. Bon, avec beaucoup plus de frustration, parce qu'il n'y a pas toutes les octaves. Il n'y a que quelques notes. Mais j'aimerais bien voir, justement, parce que moi, je suis plutôt mélomane, en fait. Je sais en jouer, mais mon métier, c'est pas de monter sur scène, en fait. Moi, c'est de fabriquer les scènes pour que les artistes montent dessus. Alors, ce qui est bien avec cet instrument, c'est qu'en plus, qu'on soit novice ou confirmé, n'importe qui peut en jouer.
exactement, de par le fait qu'en fait c'est que des notes justes. Tu peux pas faire de fausses notes, et c'est pas comme une guitare ou un piano où tu vas avoir un apprentissage au démarrage, où tu peux avoir des moments de frustration parce que au début tu n'y arrives pas, tu vois les copains y arriver, tu dis non c'est pas possible, pourquoi moi, et globalité, là instantanément on va prendre du plaisir. Et par contre quand on est musicien, on va en prendre d'autant plus parce qu'on peut rentrer les accords, il y a 3 harmoniques par note, il faut aller les chercher, il y a quand même un gros travail autour de l'instrument, mais la personne complètement lambda va prendre du plaisir pratiquement instantanément. Donc avant de nous faire 2-3 notes, tu vas regarder la caméra et tu vas nous dire comment on peut te joindre. Alors, pour me joindre, c'est sur Facebook, on me retrouve avec Panache Instruments ou Cédric Plat. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 68 09 51 74, et vous me trouvez à côté de Béziers. Mon site, c'est panacheinstruments@gmail.com. Comme panaché, panache. Panache, alors P-A-N'_H. Ouais, il faut un certain panache. Juste pour information, excuse-moi, combien ça, si on veut te passer une commande, combien ça coûte un instrument à peu près? Comme ça, une gamme standard de 9 notes, ça vaut 1 250 €. Il faut rajouter le prix de la housse qui est une, donc ça fait 1 350. Bon, après ça c'est de l'accessoirisation. Beaucoup de gens vont le jouer sur les genoux, sauf que moi, étant donné que je mesure pas 1m80, mes jambes elles sont un peu plus courtes, donc j'ai plus besoin d'un pied pour me rassurer pour pas qu'il tombe. Mais dans l'ensemble, si on doit acheter un pied, l'instrument et autres, je pense qu'avec un budget de 1 400 1 500 €, on a l'ensemble pour pouvoir jouer de cet instrument en fait. Alors on va te voir jouer un petit peu. Ouais, je vais vous montrer. Donc là, je vais faire 2-3 tricks, histoire de vous montrer ce qu'on est capable de pouvoir faire avec l'instrument, où on peut partir. Mais après, moi, j'aimerais vraiment voir votre côté musicien qui se pose sur cet instrument, voir comment ça se réagit avec de vrais musiciens qui l'attaquent pour la première fois. Et ça, c'est intéressant. Donc ça c'est une gamme, juste un tricks où on peut rentrer dans une idée de reggae ou autre. Ah oui. Donc là c'était juste un petit départ pour rentrer de tout ce qui est un petit peu reggae, tout ça. Donc on peut passer là-dessus. Après je vais juste faire une remontée de gamme et vous montrer 2-3 accords. Et après c'est à vous de jouer. Donc remontée de gamme. Harmonique. Voilà, donc ça c'est les harmoniques autour des notes. Et après, je vais vous montrer qu'il y a des accords à faire, il suffit de savoir où sont placées les notes pour aller les chercher en fait. Merci. Donc. Donc voilà, c'est pour montrer un peu toutes ces possibilités-là. J'ai vu que l'œil a brillé à un moment donné, maintenant je vais te le passer. Je trouve qu'il y a Franck qui arrive bien à maîtriser. Hein. Et justement, nous allons terminer sur ces charmants vraiment invités que nous avons eus tous présents ici et vraiment qui ont participé avec nous. Et c'est toujours un plaisir d'avoir des nouveautés, d'avoir des gens aussi sympathiques. Et je dis merci aussi à Charnel et à Eddy et à moi-même. Merci à toi surtout. Merci à toi Muriel. Et je vous dis bye bye.